qu'il faut avoir en tête quand on parle de cybersécurité, c'est qu'aucun système n'est invulnérable. Alors, je suis Gaël Musquet, je suis hacker éthique. Mon vrai métier, c'est concevoir des instruments météorologiques. Et donc, j'ai appliqué cette discipline à la cybersécurité des systèmes embarqués, dont les véhicules, les voitures, les avions, les hélicoptères, qui sont mes terrains de jeu favoris. Alors, on a 5 surfaces d'attaque type sur tous les véhicules et les véhicules électriques qui n'y échappent pas. La première des vulnérabilités, c'est la vulnérabilité physique, donc le système d'ouverture physique du véhicule. Eh bien, en se connectant physiquement à cette voiture par des prises, on va pouvoir faire des actions qui ne sont pas désirées. Les vulnérabilités radioélectriques, donc la clé, les systèmes NFC, RFID, donc système de badge sans contact qui permettent de déverrouiller, d'accéder au véhicule ou de déclencher une action ou pas. On a les vulnérabilités électroniques. Donc là, on va être sur les bus qui transitent, chez lesquels transitent les données du véhicule. Et enfin, les deux dernières vulnérabilités, elles sont logicielles. Tous les logiciels qui motorisent ce véhicule, si je puis dire, puisqu'ils sont installés sur les calculateurs, ils sont installés sur les ordinateurs de bord de la voiture. Et enfin, les données qui rentrent dans la voiture, une playlist, de la téléphonie mobile, de l'accès à la donnée, à des sites internet, à des API, donc des web services qui sont fournis par les constructeurs ou les équipementiers. Ces données, elles peuvent aussi, malheureusement, constituer des vulnérabilités pour les occupants du véhicule et les personnes qui sont autour. C'est important pour moi de pouvoir avoir sous la main un véhicule qui me permette de montrer, de démontrer quelles sont les vulnérabilités auxquelles on doit faire face. Je tiens à physiquement montrer quels sont ces enjeux. C'est important qu'on soit pas juste dans des notes, qu'on soit pas juste dans un aspect de normalisation. Je rappelle qu'on a quand même 144 000 vols de voitures par an en France. Ça fait une voiture volée toutes les 4 minutes. On doit s'appliquer à nous, hackers éthiques, les besoins, les techniques, les calculs, les outils que l'on va conseiller à nos clients, conseiller à nos partenaires. Mon véhicule s'appuie sur des logiciels libres, sur du matériel libre. L'objectif, c'est que ce que je vais montrer, ce que je vais prouver soit reproductible. Si un grand constructeur mondial décide d'utiliser ces outils, décide d'utiliser ces logiciels en production pour ces véhicules, les raisons elles sont évidentes du point de vue sécuritaire, parce que ce sont des logiciels qui sont développés de manière collective, donc tout le monde peut regarder et auditer le code source pour vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité. La deuxième raison, c'est qu'on est souverain, comme c'est un logiciel collectif, on n'est pas dépendant d'une puissance qui politiquement pourrait décider demain qu'on n'a plus accès à telle ou telle technologie ou à tel ou tel composant. Donc c'est important pour moi d'avoir ce véhicule, ce Choka, le Red Pearl. L'idée c'était vraiment aussi d'incarner ce que pourrait être la cybersécurité dans ce véhicule. Alors, ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de cybersécurité, c'est qu'aucun système n'est invulnérable. La question qu'il faut se poser, c'est pas si on va se faire attaquer, mais quand. De combien de temps l'attaquant va disposer pour faire tomber le système d'information. Il y a aussi besoin de diversité dans les solutions techniques qui vont être mises en œuvre dans les réseaux et les plateformes qui vont gérer les véhicules électriques. Et pour qu'on arrive à avoir des réseaux et des plateformes résilientes, eh bien, il faut qu'une multiplicité d'acteurs auditent, regardent, documentent, testent, pen test, donc ça s'appelle des tests de pénétration, pour pouvoir vérifier que les systèmes sont sûrs. On a aussi des projets qui sont portés par des fondations, la fondation Linux, la fondation Eclipse, qui produisent des logiciels libres. La fondation Linux a créé le projet Everest, qui est un logiciel, une plateforme de logiciels qui permet de gérer toute l'électromobilité et la gestion de l'énergie en général. Et ça, c'est aussi, pour certains États, le Japon a fait ce choix-là, de s'orienter vers une solution comme celle-là, souveraine, ouverte, documentée, collective, vouloir vraiment, de point de vue international, documenter ces plateformes, les développer ensemble pour qu'elles soient plus résilientes, pour concourir à la sécurité des biens et des personnes sur l'électromobilité. Les constructeurs sont déjà contraints depuis 2 ans d'assurer la cybersécurité dès la conception des véhicules. Néanmoins, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Quand on regarde des constructeurs étrangers, comment ils adressent ces questions-là, ils font ce qu'on appelle des bug bounty. Ils payent des chasseurs de primes qui vont chercher des vulnérabilités qui seront payées en fonction de la criticité de ces vulnérabilités. Mais surtout, comment il faudra à l'avenir mettre à jour ces véhicules une fois qu'ils seront sortis d'usine et pouvoir assurer une maintenance qui n'est plus uniquement la mécanique. Il faudra un équivalent des Euro NCAP, des crash tests, mais cette fois-ci cyber,
qui vérifie ces 5 vulnérabilités dont je parlais tout à l'heure, hein, physique, électronique, radioélectrique, logiciel et données. Là, avec les réseaux bidirectionnels de charge, on rajoute une surface d'attaque supplémentaire qui ne concerne pas uniquement le propriétaire du véhicule, mais qui va concerner évidemment le transporteur, le fournisseur, le distributeur d'énergie, les moyens de paiement. On rajoute un enjeu supplémentaire qui est la stabilité du réseau électrique. Cette prise va devenir non plus juste un échange de carburant comme on l'avait en pompe à essence, mais un vrai échange aussi de données. Ce qu'on peut faire pour se protéger d'une cyberattaque sur son véhicule, fermer à clé, isoler les clés, éloigner ces clés le plus possible, par exemple des fenêtres quand on a surtout des ouvertures sans contact. Donc la clé devient un transpondeur, c'est un transpondeur, un émetteur-récepteur radio, c'est une vulnérabilité puisqu'on peut récupérer les signaux radio de cette clé pour à distance déclencher malheureusement l'ouverture et le démarrage du véhicule. On peut appliquer les mêmes principes d'hygiène numérique que l'on a avec son téléphone portable. On verrouille, on a des mots de passe sûrs, on fait les mises à jour. Là encore, garage, stationnement vidéo surveillé. Moi, j'ai même eu des clients qui ont ressorti la canne, hein, la bonne vieille canne bloc volant qui bloque le volant et les pédales pour pouvoir retarder, décourager l'attaquant. Ça marche. Donc voilà, ça a l'air analogique. Mais l'idée, c'est encore une fois retarder l'attaquant pour qu'il puisse évidemment ne pas profiter malheureusement de la facilité d'accès au véhicule. Ce qui me rend profondément optimiste ici déjà au campus cyber, c'est de voir qu'on est un écosystème qui s'est réuni dans un bâtiment totem. C'est pas toujours facile aujourd'hui en Europe, en France, de se réunir comme ça physiquement et d'être tous présents à un seul et même endroit. Je suis optimiste aussi parce qu'on a des jeunes, j'en aurai 8 en stage ce mois-ci à mes côtés, qui vont travailler sur ces sujets, qui sont passionnants. Ne fait pas toujours rêver ces jeunes parce qu'ils ont une image du métier, de l'industrie automobile qui est celle du mécanicien aux mains sales et découvrent que être un bon mécanicien, un bon mécatronicien, être un bon électrotechnicien, c'est ces métiers qui vont être importants dans l'électromobilité. C'est une forme aussi de réussite. Donc c'est aussi moi ce qui me rend optimiste, c'est qu'on arrive ici avec mes collègues à les faire rêver, à leur faire rêver de nos métiers et que demain, ils en créent d'autres. Cette partie manuelle n'est pas forcément toujours noble. Il n'y a pas de honte à avoir les mains dans le cambouis. On a besoin de ces intelligences. On a besoin de ces personnes qui touchent le matériel. Ces enfants sont pétris d'imagination. Il ne faut pas les décourager, il faut au contraire les encourager. Je dis souvent que mon métier, c'est 80% d'humain et 20% de technique. Si je ne prends pas mon temps d'écouter mon client, si je ne prends pas le temps de comprendre ce qui fait peur aux gens, je passe à côté. Et donc, c'est important que ce que je vais transmettre ou réaliser techniquement puisse s'appuyer sur un sentiment, une émotion, un besoin, une peur que l'on doit adresser, qu'on doit résoudre techniquement. Si les personnes ne font pas les mises à jour, si on n'arrive pas à leur expliquer pourquoi il faut faire les mises à jour, tout le travail technique n'aura servi à rien. Donc il faut vraiment travailler les deux aspects, à la fois l'humain, mais aussi la technique.